Une fillette de seulement 11 ans marchait seule sur un sentier de terre lorsqu'elle entendit un bruit étrange venant des broussailles. Curieuse, elle s'en approcha et manqua de tomber à la renverse en découvrant ce qui était enterré là. C'était un homme, couvert de sang, respirant avec difficulté. Elle ne le savait pas encore, mais cet inconnu était un millionnaire que tout le monde croyait mort. Et ce qu'il révéla après son sauvetage bouleversa sa grand-mère et mit la vie des deux en danger. Mais avant de commencer notre histoire, dis-nous dans les commentaires d'où tu regardes cette vidéo. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où nos histoires voyagent. Le soleil commençait à descendre à l'horizon lorsque June attrapa le vieux chariot en métal et franchit la porte moustiquaire de la maison. L'après-midi était chaude et sèche, comme souvent à Blue Ridge Hills à cette période de l'année. Le vent soulevait un peu de poussière sur le chemin de terre et June dut se couvrir le nez de la main en marchant. Elle avait 11 ans, mais paraissait plus âgée. La vie en avait décidé ainsi. Depuis que sa mère était partie, 3 ans plus tôt, June vivait seule avec sa grand-mère Loretta, dans cette petite maison en bordure de ville. Elle n'avait pas grand-chose. Parfois, la nourriture manquait. Mais elle s'en sortait toujours, d'une manière ou d'une autre. Ce jour-là, sa grand-mère lui avait demandé d'aller jusqu'à la rivière pour chercher du poisson. Un pêcheur, par pitié ou par bonté, laissait parfois quelques prises pour elle. June ne s'en souciait pas. Nourriture. C'était nourriture. Le chariot grinçait sur ses roues rouillées tandis qu'elle avançait sur le sentier menant à la rivière. June connaissait ce chemin par cœur. Elle l'avait emprunté des centaines de fois. Elle passait devant les vieux arbres, la clôture cassée de la ferme abandonnée, le gros rocher sur lequel elle aimait s'asseoir pour réfléchir. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. June approchait de la rivière quand elle entendit un bruit étrange. Un gémissement sourd, étouffé, venant de quelque part près du sentier. Elle s'arrêta et tendit l'oreille, cherchant d'où venait le son. Le gémissement retentit à nouveau. Il semblait venir du sol, un peu plus loin, entre les arbres. Le cœur de June s'emballa. Peut-être un animal blessé, ou pire. Sa grand-mère lui avait toujours dit de ne pas se mêler des affaires des autres, de ne pas chercher les ennuis. Mais June ne pouvait pas ignorer ça. Elle ne pouvait pas faire comme si elle n'avait rien entendu. Elle laissa le chariot sur le sentier et s'avança lentement vers le bruit. Elle traversa les buissons avec précaution, attentive à chaque pas. Le gémissement se fit plus fort. Et alors elle le vit. Un homme, enterré dans le sol. June s'arrêta net, la peur lui serrant la gorge. L'homme était enterré jusqu'à la poitrine, seule sa tête, son cou et une partie des épaules dépassaient. Son visage était meurtri, couvert de sang séché et de terre. Les yeux fermés, il respirait difficilement. June voulut fuir ou crier, mais elle ne fit ni l'un ni l'autre. Elle resta figée, observant cet homme qui, de toute évidence, était à l'agonie. L'homme ouvrit lentement les yeux. Des yeux bleus, fatigués, pleins de douleur. Il regarda June et tenta de parler, mais ne réussit qu'à gémir à nouveau. À cet instant, June prit une décision. Elle ne savait pas qui il était, ni ce qui lui était arrivé. Mais elle savait une chose, elle ne pouvait pas le laisser mourir là. Elle s'approcha, s'agenouilla dans la terre à côté de lui. « Je vais vous sortir de là », dit-elle d'une voix ferme, bien qu'elle tremblait intérieurement. L'homme tenta de secouer la tête, comme pour dire que c'était impossible. Mais June avait déjà commencé à creuser. Avec ses mains, elle grattait la terre avec acharnement, dégageant l'espace autour de lui. La terre était dure et blessait ses mains, mais elle ne s'arrêtait pas. Cela prit beaucoup de temps. Le soleil continuait de descendre et June savait que la nuit tomberait bientôt. Mais elle continuait à creuser, à enlever la terre, centimètre par centimètre. Lorsqu'elle réussit enfin à dégager les bras de l'homme, elle découvrit qu'ils étaient attachés dans le dos avec une corde épaisse. June courut jusqu'au chariot, attrapa une pierre tranchante, revint et commença à scier la corde.
Finalement, elle céda. L'homme poussa un soupir de soulagement en sentant ses mains libérées. Avec ce qu'il lui restait de force, il aida June à dégager le reste de son corps. Il s'écroula sur le côté, haletant, couvert de terre et de sang. « Vous pouvez marcher » demanda June. L'homme secoua faiblement la tête. Non, il ne pouvait pas. June regarda le chariot. Il était petit, conçu pour transporter du poisson, pas un adulte. Mais elle n'avait rien d'autre. Elle passa le bras de l'homme autour de ses épaules et le traîna jusqu'au chariot. Il était bien plus lourd qu'elle ne l'imaginait, mais June ne renonça pas. Avec un effort immense, elle parvint à l'asseoir tant bien que mal dans le chariot. L'homme gémissait de douleur à chaque mouvement. June saisit la poignée du chariot et commença à tirer. Les roues grinçaient sous le poids et elle dut forcer de toutes ses forces pour faire avancer l'ensemble sur le sentier. Le retour à la maison lui sembla interminable. Elle suait, ses mains lui faisaient mal, ses bras étaient épuisés. Mais elle avançait, un pas après l'autre, lentement, sans s'arrêter. Lorsqu'elle arriva enfin à la maison, sa grand-mère Loretta était assise sur le porche, l'attendant. Elle se leva aussitôt, en voyant June arriver avec le chariot. « Bon sang !» s'exclama Loretta en descendant les marches. « June, qu'est-ce que tu as fait ?»« Je l'ai trouvé enterré dans le sol, mamie, » répondit June, haletante. Il allait mourir. Loretta regarda l'homme dans le chariot, puis sa petite fille. Un instant, June crut qu'elle allait se fâcher, lui dire de le mettre dehors, que c'était dangereux. Mais Loretta ne fit rien de tout cela. « Aide-moi à le rentrer, » dit-elle simplement. Ensemble, elles sortirent l'homme du chariot et le traînèrent jusqu'au vieux canapé du salon. Loretta courut chercher des serviettes, de l'eau, la trousse de secours qu'elle gardait dans l'armoire. June resta debout, observant l'homme pendant que sa grand-mère nettoyait les blessures de son visage. À la lumière de la maison, elle pouvait mieux le voir. Il semblait plus âgé, peut-être une 50aine d'années. Il avait les cheveux bruns, grisonnants par endroits. Il portait de beaux vêtements, bien qu'abîmés et sales. Il ne ressemblait pas à quelqu'un du coin. « Tu crois que c'est qui ?» demanda June à voix basse. « Je ne sais pas », répondit Loretta en lui essuyant le visage. « Mais quelqu'un lui a fait ça, et celui qui l'a fait voudra s'assurer qu'il soit bien mort. » Un frisson parcourut le dos de June. Elle n'avait pas pensé à ça. Celui qui avait enterré cet homme pouvait être encore dans les parages. L'homme ouvrit de nouveau les yeux et regarda Loretta. Puis, June. Il essaya de parler, et cette fois réussit à prononcer quelques mots, faibles et hachés. « Je m'appelle Anthony », dit-il, peinant à respirer. « Anthony Marshall ». June fronça les sourcils. Ce nom ne lui disait rien, mais Loretta, elle, s'arrêta net et le regarda avec de grands yeux. « Anthony Marshall » répéta-t-elle. « Le propriétaire de la distillerie Marshall ?» L'homme hocha doucement la tête. « Mais tu es mort ?» dit Loretta, confuse. « Je l'ai entendu à la radio, il y a 3 jours. Ils ont dit que tu étais mort dans un accident de voiture. Ton frère a repris les affaires. » Anthony ferma les yeux et June vit une larme couler sur sa joue. « Ce n'était pas un accident, » réussit-il à dire. « C'était Vincent, mon frère. Il m'a trahi. » June sentit sa gorge se nouer. Elle ne comprenait pas tout, mais elle comprenait la trahison. Elle connaissait cette douleur qu'on ressent quand quelqu'un qui devrait vous protéger vous abandonne. Loretta couvrit Anthony avec une couverture et fit signe à June de la suivre dans la cuisine. Une fois à l'écart, hors de portée de voix, elle posa ses mains sur les épaules de la fillette. « June, tu as sauvé la vie d'un homme important aujourd'hui, » dit Loretta. « Mais ça veut aussi dire que tu as fait entrer le danger dans notre maison. Les gens qui lui ont fait ça ne vont pas aimer apprendre qu'il est toujours en vie. »« Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda June. Loretta prit une grande inspiration. « Pour l'instant, on s'occupe de lui. Et on prie pour que personne ne découvre qu'il est ici. »
Cette nuit-là, June ne réussit pas à dormir. Elle resta allongée sur son matelas mince, les yeux fixés au plafond, repensant à tout ce qui s'était passé. Elle était sortie chercher du poisson et était revenue avec un homme censé être mort. De l'autre côté du mur, elle entendait Anthony respirer bruyamment. Il était encore en vie. Mais pour combien de temps? Et que se passerait-il lorsque son frère apprendrait que son plan avait échoué? June ferma les yeux et tenta de chasser ses pensées. Mais la peur était là, nichée au fond de sa poitrine. Petite, mais en train de grandir. Dans les jours qui suivirent, Anthony reprit lentement des forces. Loretta s'occupait de ses blessures, lui donnait à manger, à boire, des médicaments achetés avec les quelques sous qu'elles avaient. June faisait de son mieux pour aider. Elle changeait les pansements, apportait les repas. Au début, Anthony parlait peu, trop faible. Mais à mesure qu'il se remettait, il commença à raconter son histoire. « Vincent a toujours été jaloux de moi, dit-il un soir, assis sur le canapé avec un bol de soupe entre les mains. J'étais l'aîné. Quand notre père est mort, il m'a laissé la distillerie. Vincent n'a eu qu'une petite part des bénéfices, sans aucun pouvoir de décision. Il l'a toujours mal vécu. Alors il a décidé de te tuer ? Demanda June, assise par terre à côté de lui. Anthony hocha la tête. Il a tout planifié. Il m'a invité à dîner. Il a dit qu'il voulait faire la paix. Et moi, comme un idiot, je l'ai cru. Il s'interrompit, regardant ses mains. En sortant du restaurant, j'ai été attaqué. 3 hommes. Ils m'ont tabassé, jeté dans une voiture, emmené jusqu'à l'endroit où tu m'as trouvé. Et ils m'ont enterré vivant. « Comment tu as survécu si longtemps ?» demanda Loretta. « Ils ne m'ont pas complètement enterré. Peut-être qu'ils voulaient que je souffre avant de mourir, ou qu'ils n'ont pas eu le temps de finir. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je suis resté là 2 jours avant que June ne me trouve. » June sentit une boule dans la poitrine. 2 jours enterré vivant, seul, à attendre la mort. Elle n'arrivait même pas à imaginer l'horreur. « On doit prévenir quelqu'un, » dit Loretta. « La police ?» Anthony secoua la tête. « On ne peut pas. Vincent a des amis puissants. Il a des flics dans sa poche. Si on y va maintenant, sans preuve, il me fera tuer pour de bon. Et il vous tuera aussi. » June déglutit difficilement. Elle avait sauvé sa vie. Mais maintenant, la sienne était en danger aussi. « Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» demanda-t-elle. Anthony la regarda. Et pour la première fois, June vit une lueur de détermination dans ses yeux bleus. « On trouve des preuves. Et on le détruit. » La vie dans la petite maison de Loretta changea du tout au tout après l'arrivée d'Anthony Marshall. Avant, tout était simple, prévisible. June se levait tôt, aidait sa grand-mère avec les tâches ménagères, allait à l'école quand il y avait cours et rentrait avant la tombée de la nuit. Maintenant, tout était différent. Un secret vivait avec elle, un secret dangereux. Anthony passait la plupart de son temps allongé sur le canapé ou assis près de la fenêtre, regardant dehors avec prudence. Il reprenait des forces de jour en jour. Ses blessures commençaient à guérir. La couleur revenait sur son visage. Mais avec la force physique, revenait aussi l'urgence d'agir. « Je ne peux pas rester ici éternellement, » dit-il un matin, pendant que Loretta changeait le pansement sur son bras. « Vincent me croit mort. Ça me donne un avantage. Mais pour peu de temps. Il va bientôt commencer à faire des changements dans l'entreprise. Tout transférer à son nom. Effacer toute trace de mon existence. Tu es encore trop faible. Si tu sors maintenant, tu n'iras pas bien loin. »« Je sais, » dit Anthony, frustré. « Mais le temps joue contre moi. » June était assise à la table de la cuisine, écoutant la conversation tout en mangeant un morceau de pain beurré. Elle n'était pas allée à l'école ces derniers jours. Sa grand-mère avait dit qu'elle était malade, mais la vérité, c'est qu'il ne pouvait pas laisser Anthony seul. Et June ne voulait pas y aller. Elle voulait rester ici, écouter, apprendre.
faire partie de tout ça. « Je peux aider » dit June tout à coup. Les deux adultes la regardèrent. « Comment » demanda Anthony. « Je peux retourner là-bas, là où je t'ai trouvé. Je peux chercher quelque chose que tu aurais laissé tomber. Un indice. » Anthony fronça les sourcils, songeur. « C'est dangereux. »« Personne ne se méfiera d'une enfant, » dit June. « Je peux y aller et revenir sans que personne ne me voie. » Loretta secoua la tête. « June, non, c'est une affaire d'adulte. »« Mamie, je l'ai déjà ramené ici, » répondit June, le regard déterminé. « Je n'ai pas peur. » Ce n'était pas tout à fait vrai. June avait peur, oui. Mais il y avait en elle quelque chose de plus fort que la peur, le désir de bien faire, d'aider quelqu'un dans le besoin, de prouver qu'elle n'était pas juste une fille pauvre et invisible. Anthony la fixa un long moment. Puis, il hocha lentement la tête. « Si tu y vas, il faut que tu sois prudente, très prudente. Et si tu vois quelqu'un, tu fais demi-tour immédiatement. » June acquiesça. Alors, cet après-midi-là, elle repartit avec le vieux chariot, faisant semblant d'aller pêcher. Mais au lieu de se diriger vers la rivière, elle alla droit vers l'endroit où elle avait trouvé Anthony. Le lieu portait encore les traces de ce qui s'était passé. La terre était retournée là où June avait creusé. Il y avait des traces de sang séché sur certaines pierres. Rien qu'à les voir, June sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle commença à chercher autour, fouillant entre les buissons, sous les arbres, le long du sentier. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle cherchait, mais elle espérait le reconnaître si elle le trouvait. C'est alors qu'elle aperçut un éclat entre les feuilles mortes. June se pencha et ramassa l'objet. C'était une montre en métal argenté, visiblement coûteuse, dont l'arrière était cassé. Elle la retourna et lut une gravure. « Pour Anthony, avec amour, Louise. » June glissa la montre dans sa poche et continua à fouiller. Quelques mètres plus loin, elle trouva un morceau de tissu déchiré, probablement de la chemise qu'Anthony portait. Et puis, presque cachée sous une branche, elle vit quelque chose qui fit bondir son cœur. Un briquet doré, avec les initiales VM gravées dessus. Vincent Marshall. June ramassa soigneusement le briquet et le rangea avec la montre. Elle s'apprêtait à repartir lorsqu'elle entendit des voix. Son corps se figea. Les voix venaient du sentier, de plus en plus proches. Deux hommes en train de discuter. June se cacha rapidement derrière un grand arbre, retenant sa respiration. « Le corps est plus là », dit une voix grave. « Quelqu'un l'a enlevé. »« Ou bien il est sorti tout seul », répondit une voix plus aiguë. « Mais c'est pas possible. On l'avait enterré profond. Le patron va pas aimer ça. Il nous a dit de vérifier si tout était propre. Et c'est pas le cas. On aurait dû le tuer avant. L'enterrer vivant, c'était une idée débile de Vincent. » June serra les poings. C'était eux, les hommes qui avaient tenté de tuer Anthony. Et ils étaient là, à le chercher. « On va fouiller les environs, » dit la voix grave. « S'il a survécu, il peut pas être allé bien loin. » Il était en sale état. Les pas se rapprochèrent. June regarda autour d'elle, paniquée. Aucune échappatoire sans être vue. Elle fit la seule chose possible. Elle resta parfaitement immobile, priant pour qu'il ne regarde pas dans sa direction. Les hommes passèrent tout près, si près que June pouvait entendre leur respiration. L'un d'eux s'arrêta juste à côté de l'arbre derrière lequel elle se cachait. « Tu vois quelque chose » demanda l'autre. « Non, juste de la terre retournée, mais pas de corps. On va vérifier en ville, demander si quelqu'un a vu quelque chose d'étrange. Et si quelqu'un sait qu'il est vivant, alors on finit le travail. Comme il faut cette fois. » Les pas s'éloignèrent. June attendit de ne plus rien entendre avant de bouger. Quand elle sortit enfin de derrière l'arbre, elle tremblait tellement qu'elle avait du mal à tenir debout. Elle se mit à courir aussi vite qu'elle pouvait sur le sentier, tirant son chariot vide derrière elle, trébuchant sur les pierres,
le cœur battant si fort qu'elle croyait qu'il allait exploser dans sa poitrine. En arrivant à la maison, Anthony et Loretta virent tout de suite que quelque chose n'allait pas. Qu'est-ce qu'il s'est passé? June sortit la montre et le briquet de sa poche, les posa sur la table. « J'ai trouvé ça. Et il y a 2 hommes qui te cherchent. Ils étaient tôt là-bas. Ils ont dit qu'ils allaient fouiller la ville. » Anthony prit le briquet et le serra dans sa main. « Vincent, ce briquet était à lui. Il était là quand ils m'ont attaqué. Je m'en souviens. »« On doit partir d'ici, » dit Loretta, la voix tendue. « S'ils commencent à fouiller la ville, ils vont aller de porte en porte. Ils vont nous trouver. »« Non, » dit Anthony. « Si on fuit, ils sauront qu'ils sont sur la bonne piste. On doit faire comme si de rien n'était, et je dois rester caché. » C'est à ce moment-là qu'on frappa à la porte. Tout le monde se figea. June sentit la peur lui remonter dans la gorge. « Allez derrière, » murmura Loretta à Anthony. « Cache-toi dans le placard de la chambre. » Et pas un bruit. Anthony se leva rapidement et disparut dans la chambre. June entendit la porte du placard se fermer juste au moment où sa grand-mère ouvrait la porte d'entrée. Dehors se tenait un homme imposant, mal rasé, au regard sombre. June le reconnut tout de suite. C'était Big Joe, un homme de la ville qui vivait de petits boulots. Il avait travaillé à la distillerie Marshall autrefois, avant d'en être renvoyé. « Bonjour, Madame Loretta, » dit Big Joe en retirant son chapeau. « Je peux entrer ?»« Bien sûr, Joe. »« Entre, » répondit Loretta en lui faisant de la place. Big Joe entra et jeta un regard circulaire à la pièce. Ses yeux s'arrêtèrent un instant sur June, puis revinrent à Loretta. « Je suis venu parce que j'ai entendu des choses étranges, » dit-il. « Il y a des types venus de l'extérieur qui posent des questions en ville. Ils veulent savoir si quelqu'un a vu quelque chose d'inhabituel ces derniers jours. Et ça m'a rappelé que j'ai vu la petite June revenir de la rivière l'autre jour avec son chariot bien chargé. On aurait dit qu'elle tirait quelque chose de lourd. » June avala sa salive avec difficulté. « On l'avait vu. » Loretta croisa les bras. « Et alors, Joe, qu'est-ce que tu veux ?» Big Joe jeta un œil vers la porte de la chambre, puis revint à Loretta. « Je sais qu'il est ici. Anthony Marshall. Je sais qu'il est vivant. » Le silence qui suivit était lourd comme du plomb. Les jambes de June se firent molles. « Comment tu sais ça ?» demanda Loretta d'une voix grave, presque menaçante. « Parce que je connais Vincent Marshall, » répondit Big Joe. « Et je sais de quoi il est capable. Il m'a viré il y a 5 ans quand j'ai découvert qu'il volait dans sa propre entreprise. Il m'a menacé pour que je la ferme. J'ai obéi. Mais j'ai jamais oublié. » Il marqua une pause. « Si Anthony est vivant et caché, c'est que Vincent a essayé de le faire tuer. Et je veux l'aider. » Anthony sortit lentement de la chambre. Il fixa Big Joe un long moment. « Pourquoi je devrais te faire confiance ?»« Parce que j'ai autant de raisons que toi de vouloir détruire Vincent, » dit Big Joe. « Et parce que j'en sais des choses. Je sais où il garde les papiers de l'entreprise. Je sais qui sont ses hommes de main. Et je sais que si on n'agit pas vite, il va prendre le contrôle total. Et là, ce sera trop tard. » Anthony réfléchit un instant. Puis, il tendit la main. « Alors, on est alliés. » Big Joe la serra. « On l'est. Et c'est ainsi que la résistance invisible est née. 3 personnes improbables, un homme d'affaires trahi, une fillette courageuse et un homme brisé par l'injustice, unis contre un ennemi puissant. Ensemble, ils commencèrent à planifier leur prochain coup, rassembler les preuves qui détruiraient Vincent Marshall une bonne fois pour toutes. Les jours suivants furent consacrés à des préparatifs intensifs. La petite maison de Loretta s'était transformée en un quartier général improbable. Anthony, Big Joe et même June se réunissaient chaque soir autour de la table de la cuisine pour discuter chaque détail du plan. « La distillerie a un ancien bureau dans le bâtiment principal », expliquait Big Joe, dessinant un plan grossier sur un morceau de papier. « C'est au 2e étage, tout au fond.
Personne ne l'utilise depuis la mort du père d'Anthony. Mais je sais qu'il y a un coffre-fort caché là-bas. Anthony, tu t'en souviens? Anthony hocha la tête. Mon père y gardait des documents importants. Contrats, registres financiers, correspondances. Si Vincent fait quelque chose d'illégal, il a peut-être laissé des traces, là. Ou bien, il a tout détruit, lança Loretta, qui tricotait une écharpe tout en écoutant. Elle tricotait toujours quand elle était nerveuse. C'est possible, admit Anthony. Mais Vincent est arrogant. Il se croit intouchable. Il pense que personne ne soupçonnera quoi que ce soit. Des hommes comme lui finissent toujours par faire des erreurs. « On y va quand ?» demanda June. « On n'y va pas », répondit Anthony en la regardant. « Tu as déjà fait ta part, June. À partir d'ici, ça devient trop dangereux. »« Je veux aider », insista June. « Et tu l'as fait. Bien plus que tu n'aurais dû. Mais là, c'est de l'effraction. C'est risqué. Si on se fait prendre, c'est la prison. Ou pire. » June croisa les bras, frustrée, mais ne répliqua pas. Elle savait que c'était inutile. Les adultes avaient tranché. Le plan fut fixé pour la nuit suivante. Big Joe avait réussi à obtenir les clés de la distillerie grâce à un contact qui y travaillait encore. Anthony était suffisamment rétabli pour se déplacer, même s'il souffrait encore. Loretta, elle, resterait à la maison avec June, priant pour que tout se passe bien. Quand la nuit tomba, June resta éveillée, même après le départ d'Anthony et Big Joe. Allongée sur son lit, elle regardait la lune pleine par la petite fenêtre de sa chambre. Elle n'arrivait pas à dormir. Elle n'arrivait pas à rester là, sans rien faire, pendant que risquait tout. Elle prit alors une décision. June se leva doucement, enfila son manteau, ses vieilles baskets et sortit de sa chambre. Loretta dormait dans le fauteuil du salon, le tricot sur les genoux. June passa devant elle sur la pointe des pieds, ouvrit la porte avec précaution et sortit dans la nuit. Elle connaissait le chemin jusqu'à la distillerie. Tout le monde à Blue Ridge Hills le connaissait. Le grand bâtiment en briques rouges se trouvait de l'autre côté de la ville, près de la route principale. June courut dans les rues désertes, se tenant dans l'ombre, évitant la lumière des lampadaires. Il lui fallut 20 minutes pour y arriver. En apercevant le bâtiment, elle ralentit le pas et s'approcha prudemment. Quelques lumières étaient allumées à l'intérieur, mais la majeure partie du lieu était plongée dans le noir. Elle fit le tour du bâtiment jusqu'à repérer une fenêtre entr'ouverte au rez-de-chaussée. Elle était petite, mais June l'était encore plus. Elle parvint à se glisser à l'intérieur. Il faisait sombre et l'odeur de bois ancien et d'alcool flottait dans l'air. À tâtons, elle avança dans le couloir jusqu'à trouver un escalier. Elle le monta lentement, s'arrêtant à chaque marche qui grinçait. Arrivée au 2e étage, elle entendit des voix. Celle d'Anthony et celle de Big Joe. Ils étaient quelque part devant. June suivit le son jusqu'à une porte entr'ouverte. Par l'interstice, elle pouvait les voir. Ils étaient dans un vieux bureau, les meubles couverts de poussière. Big Joe était agenouillé près d'une étagère, manipulant quelque chose derrière. « Ici !» dit Big Joe. « Le coffre est là !» Anthony s'approcha. June le vit quand Big Joe fit apparaître un petit coffre métallique encastré dans le mur. Il commença à faire tourner la molette, testant plusieurs combinaisons. « Tu connais le code ?» demanda Anthony. « Ton père utilisait la date de naissance de ta mère, tu t'en souviens ?»« Le 14 août, 47. » Big Joe tourna les chiffres. Un déclic se fit entendre. Le coffre s'ouvrit. À l'intérieur, une boîte en bois. Anthony la sortit prudemment et la posa sur la vieille table au centre de la pièce. Il souleva le couvercle lentement. À l'intérieur, il y avait des papiers. Beaucoup de papiers. Des documents, des contrats, des clés USB, un vieux carnet. Anthony commença à feuilleter. Et June vit son visage se transformer, choqué. « Bon sang !» souffla-t-il. « Joe, c'est une mine d'or. Vincent détournait de l'argent depuis des années. Il y a des traces de pots de vin,
des paiements à des fonctionnaires, des contrats bidons. Tout est là. « C'est suffisant ?» demanda Big Joe. « C'est plus que suffisant. Avec ça, on prouve qu'il a tenté de me tuer. Et on le détruit pour de bon. » C'est à ce moment que les lumières du couloir s'allumèrent. « Désolé de vous décevoir », dit une voix glaciale que June reconnut aussitôt. Elle se recroquevilla derrière la porte et jeta un coup d'œil discret. 2 hommes entrèrent dans le bureau. Les mêmes que ceux qu'elle avait vus près de la fosse. Et derrière eux, un homme plus âgé, vêtu d'un costume hors de prix, cheveux gris plaqués en arrière et regard froid. Vincent Marshall. « Salut, frangin !» dit Vincent avec un sourire cruel. « Quelle surprise de te voir debout. Je pensais que tu serais mort à l'heure qu'il est. » Anthony se leva, se plaçant entre Vincent et la boîte de documents. « Tu t'en sortiras pas cette fois, Vincent. »« Ah non !» ricana Vincent. « Je crois bien que si, parce que cette fois, je vais finir le boulot moi-même, et je vais pas le laisser à un incapable. » Il fit un signe de tête à ses hommes de main. « Tuez-les tous les deux !» et brûlez cet endroit. Les 2 hommes avancèrent. Big Joe se leva d'un bond, saisit une chaise et la lança sur l'un d'eux. La chaise le frappa en pleine poitrine, le faisant vaciller. Anthony saisit la boîte et se précipita vers la porte. Mais le passage était bloqué. Un des hommes attrapa Anthony et la boîte tomba, dispersant les papiers au sol. C'est alors que June entra en action. Elle donna un violent coup de pied dans la porte, qui claqua contre le dos du garde du corps qui tenait Anthony. L'homme poussa un cri de surprise et le lâcha. June entra en courant dans la pièce, attrapa la boîte par terre et s'élança dans la direction opposée. « Attrapez-la !» hurla Vincent. Mais June était rapide. Elle connaissait les raccourcis, les passages étroits où les adultes ne pouvaient pas passer. Elle sortit du bureau, courut dans le couloir, les pas lourds des hommes résonnant derrière elle. Anthony et Big Joe profitèrent de la confusion pour fuir à leur tour, dans l'autre direction. June entendit des cris, des bruits de lutte, des objets qui se brisaient. Elle descendit l'escalier en trébuchant, manquant de tomber, serrant la boîte contre elle. Arrivée au rez-de-chaussée, elle se précipita vers la sortie arrière. Elle poussa la lourde porte et se retrouva dans la nuit glaciale. Mais l'un des hommes la talonnait. Il l'attrapa violemment par le bras. June hurla et lui donna un coup de pied dans le tibia. L'homme la lâcha en jurant et elle repartit en courant. C'est alors qu'elle entendit la voix d'Anthony crier « June, cours vers la rivière. On se retrouve là-bas. » June changea de direction et fonça vers la rivière. Ses poumons brûlaient. Ses jambes la faisaient souffrir. Mais elle ne s'arrêta pas. Derrière elle, des cris, un moteur qui démarre, des phares qui fendent la nuit. Elle atteignit le sentier qui menait à la rivière, le même où tout avait commencé. Elle courait entre les arbres, sautant par-dessus les racines, esquivant les branches. La boîte était lourde, mais elle ne la lâcha pas. Enfin, elle arriva sur la rive. L'eau était sombre et rapide. June se retourna et vit des lampes torches entre les arbres. Ils approchaient. « June ?» Elle se retourna. Anthony et Big Joe sortirent des buissons. Anthony avait la tempe en sang et Big Joe boitait, mais ils étaient en vie. « Il faut traverser », dit Anthony en regardant le courant. « C'est notre seule chance. »« Le courant est fort, » dit Big Joe. « C'est dangereux. »« Rester ici, c'est encore plus dangereux, » répliqua Anthony. Alors, ensemble, les 3 entrèrent dans l'eau. Elle était glacée et arrivait jusqu'à la taille de June. Le courant tirait ses jambes, tentant de l'emporter. Anthony lui prit la main, Big Joe l'autre. Ils avançaient lentement, luttant contre la force de l'eau. June tenait la boîte au-dessus de sa tête. Ses bras tremblaient sous l'effort. « Continuez !» criait Anthony, couvrant le bruit de l'eau. « Encore un peu !» Les lampes torches atteignirent la rive.
June entendit Vincent hurler des ordres. Un coup de feu retentit, sec et violent dans la nuit. La balle éclaboussa l'eau à côté d'eux. « Plus vite !» cria Big Joe. Les trois s'enfoncèrent dans la forêt de l'autre côté de la rivière, s'éloignant de la distillerie, s'éloignant de Vincent Marshall. Ils coururent jusqu'à l'épuisement, jusqu'à ce que leurs jambes cèdent, jusqu'à ne plus pouvoir respirer. Ils trouvèrent une cabane abandonnée, un vieux refuge de chasse en bois, oublié depuis des années. Ils entrèrent et verrouillèrent la porte. Anthony alluma une allumette et trouva une vieille lampe à pétrole. La lumière vacillante révéla un petit espace, rustique, mais sec. Ils s'assirent au sol, épuisés, trempés, mais avec la boîte intacte. « Oh, on l'a fait !» dit Anthony, en regardant les documents à l'intérieur. « On l'a vraiment fait !» June s'adossa contre le mur en bois, le cœur battant à tout rompre. Elle avait désobéi. Elle avait mis sa vie en danger. Mais ça avait marché. Ils avaient les preuves. Il était temps, désormais, de montrer au monde qui était vraiment Vincent Marshall. La cabane abandonnée leur servit de refuge cette nuit-là. June, Anthony et Big Joe y restèrent jusqu'à l'aube, se relayant pour monter la garde, attentifs au moindre bruit qui pourrait indiquer que Vincent ou ses hommes étaient proches. Mais la nuit passa sans incident. Lorsque le soleil commença à se lever, peignant le ciel de teintes roses et orangées, Anthony se permit enfin de relâcher un peu la pression. Il regarda June, endormie dans un coin, recroquevillée sous la veste de Big Joe. « Elle n'aurait jamais dû venir, » dit-il à voix basse à Big Joe. « Mais elle est venue. Et elle nous a sauvés, » répondit Big Joe. « Cette gamine a plus de courage que bien des hommes que j'ai connus. » Anthony acquiesça. « Je sais. Et c'est précisément pour ça que je dois m'assurer qu'elle reste en sécurité. Elle a déjà trop risqué. »« Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Big Joe. Anthony ouvrit la boîte en bois et étala les documents au sol. Il y avait des dizaines de papiers, des clés USB, des photos, un vieux carnet. Toutes les preuves des crimes de Vincent. « On doit apporter tout ça à quelqu'un qui peut vraiment agir, » dit Anthony. « Quelqu'un que Vincent ne peut ni acheter ni intimider. »« Tu as une idée ?»« Oui, Clarence Boyd. Il a été l'avocat de mon père pendant des années. C'est un homme droit, intègre, et il vit à la Nouvelle-Orléans, loin d'ici. Si on arrive à le joindre, il saura quoi faire. » « La Nouvelle-Orléans est à près de 300 kilomètres, fit remarquer Big Joe. « Et on n'a pas de voiture. Vincent contrôle les routes. Comment on y va ?»« On trouvera un moyen, » dit Anthony avec détermination. « On doit y aller. » June se réveilla à ce moment-là, frottant les yeux. « Il fait déjà jour ?»« Oui, » répondit Anthony. « Et on doit quitter cet endroit. Direction la Nouvelle-Orléans. »« La Nouvelle-Orléans ?» dit June en se redressant, intrigué. « Je suis jamais sorti de Blue Ridge Hills. »« Tu ne viendras pas, » dit Anthony. « Tu vas retourner chez ta grand-mère. Big Joe va te ramener en sécurité. »« Hors de question, » répondit June, têtue. « Après tout ce qu'on a traversé, tu crois vraiment que je vais rester ici ?» Anthony allait protester, mais Big Joe l'interrompit. « Anthony, discuter avec elle ne sert à rien. Et franchement, si on va à la Nouvelle-Orléans, il vaut mieux qu'elle vienne avec nous. Vincent sait qu'elle t'a aidé. Il pourrait s'en prendre à elle ou à sa grand-mère pour nous forcer à sortir de notre cachette. » Anthony réfléchit. Big Joe avait raison. « Alors on emmène Madame Loretta aussi. Personne ne reste derrière. » Ils retournèrent à la maison de Loretta en empruntant un chemin long, évitant la ville. Lorsqu'ils arrivèrent, il était déjà plus de 8 heures du matin. Loretta était en panique, tournant en rond dans le salon, les yeux rougis par les larmes. Quand elle vit June franchir la porte, elle courut l'enlacer. « Mon Dieu, ma chérie, j'ai cru t'avoir perdue. Où étais-tu passée ?»« Désolée, mamie, » dit June en la serrant fort. « Je devais aider. » Loretta regarda Anthony et Big Joe, puis de nouveau June. « Vous êtes trempés, blessés. Qu'est-ce qui s'est passé ?»
Anthony raconta tout. L'infiltration à la distillerie, la découverte par Vincent, la fuite à travers la rivière. Il expliqua le plan de rejoindre Clarence Boyd à la Nouvelle-Orléans. « Et on voudrait que tu viennes avec nous », conclut Anthony. « Ce n'est plus sûr pour toi et June ici. Vincent est prêt à tout. » Loretta s'assit lentement, digérant les paroles. Elle avait vécu toute sa vie dans cette maison sans jamais quitter la région. Mais elle regarda June, vit la peur mêlée de détermination dans ses yeux et prit sa décision. « D'accord, dit-elle. On part. Mais comment ? » Big Joe sourit pour la première fois depuis longtemps. « J'ai un ami qui me doit une faveur. Il a un vieux pick-up. Je pense qu'il acceptera de nous le prêter. » 3 heures plus tard, les 4 prenèrent la route. Le pick-up était vieux, bruyant, mais il roulait. Big Joe conduisait, Loretta était assise à côté de lui, et Anthony et June s'étaient cachés sous une bâche à l'arrière avec la boîte de documents. Le trajet fut long et inconfortable. June n'avait jamais voyagé aussi loin. Par une fente dans la bâche, elle regardait le paysage défiler. Les champs cédant la place aux forêts, puis aux petites villes, jusqu'à ce que celles-ci deviennent de plus en plus grandes. « Tu as peur ?» demanda Anthony à un moment. « Un peu », avoua June. « Mais je suis surtout impatiente. Je veux le voir payer pour ce qu'il a fait. » Anthony lui adressa un sourire triste. « Mon frère et moi étions proches quand on était enfants. J'ai du mal à croire qu'il ait pu faire ça. »« Les gens changent, » dit June. « Ou peut-être qu'il a toujours été comme ça, et que tu ne l'as jamais vu. »« Peut-être, » admit Anthony. « Mais peu importe. Ce qui compte maintenant, c'est de faire ce qui est juste. » Ils s'arrêtèrent une fois pour manger et faire le plein. Big Joe acheta des sandwichs et des sodas avec ce qu'il leur restait d'argent. Ils mangèrent rapidement et reprirent la route. Enfin, alors que le soleil se couchait à nouveau, ils arrivèrent à la Nouvelle-Orléans. June fut émerveillée par la ville. Elle était immense, bruyante, pleine de lumière et de monde. Rien à voir avec Blue Ridge Hills. Elle se sentit toute petite, mais aussi électrisée. Big Joe les conduisit dans un quartier plus calme, avec de grandes maisons anciennes. Il s'arrêta devant l'une d'elles, une belle bâtisse à 2 étages, ornée de balcons en fer forgé et d'un jardin fleuri. « C'est ici, » dit Anthony en sautant de la benne. « La maison de Clarence. » Ils montèrent les marches et Anthony sonna. Ils attendirent. June crut un instant que personne n'allait ouvrir. Puis la porte s'ouvrit et un homme âgé apparut. Il avait des cheveux blancs, des lunettes à monture dorée et portait un pull confortable. « Je peux vous aider ?» commença-t-il, mais il s'interrompit en voyant Anthony. Son visage devint livide. « Anthony ? Mon Dieu ! Anthony Marshall ? » « Salut, Clarence, » dit Anthony. « Je sais que tu me croyais mort, mais j'ai besoin de ton aide. » Clarence regarda le groupe, puis les fit entrer en hâte. « Vite, entrez !» La maison de Clarence était chaleureuse, remplie de livres. Il les conduisit au salon et les invita à s'asseoir. Loretta le remercia pour le verre d'eau, et June, fascinée, observait les rayonnages. « Raconte-moi tout, » dit Clarence, le visage grave. Et Anthony raconta, depuis le début, la trahison de Vincent, l'agression, son enterrement vivant, la découverte par June, tout. Clarence écoutait en silence, son expression devenant de plus en plus sombre au fil du récit. Quand Anthony eut fini et ouvrit la boîte, Clarence examina chaque document, chaque clé USB, chaque page du carnet. Cela prit des heures. Mais quand il eut terminé, il releva la tête, les yeux brillants de détermination. « C'est suffisant, » dit-il. « Plus que suffisant. Avec ça, on ne fait pas que le poursuivre pour tentative de meurtre. On le détruit. Fraude, corruption, pot de vin. Il passera le reste de sa vie en prison. »« Et maintenant ?» demanda Anthony. « Maintenant, on rend ça public.
avant que Vincent ne puisse faire disparaître les preuves ou fuir le pays. J'ai des contacts dans la presse, des journalistes de confiance qui voudront raconter cette histoire. Et j'ai des amis au FBI. Ce qu'on a ici relève du crime fédéral. Clarence attrapa son téléphone et commença à passer des appels. June observait, fascinée, alors que tout s'enchaînait à une vitesse folle. Des journalistes arrivèrent chez Clarence dès cette même nuit. Caméra, micro, enregistreur. Anthony donna des interviews, montra les preuves, raconta son histoire. Et dès le lendemain matin, la nouvelle fit l'effet d'une bombe. Un homme d'affaires présumé mort réapparaît et accuse son frère de tentative de meurtre. Détournement et corruption au sein de la distillerie. Marshall dévoilé par une victime enterrée vivante. Vincent Marshall recherché par le FBI. L'histoire fit le tour du pays. Tous les journaux, toutes les chaînes de télévision en parlaient. Le pays entier était sous le choc. Vincent Marshall, le respectable entrepreneur que tout le monde admirait, s'avérait être un criminel. La police arrêta Vincent 2 jours plus tard. Il avait tenté de fuir vers le Mexique, mais fut intercepté à la frontière. Ses hommes de main furent également arrêtés. Un à un, ils tombèrent tous. Le procès dura plusieurs mois, mais l'issue ne faisait aucun doute. Avec toutes les preuves réunies, Vincent ne pouvait plus nier. Il fut condamné à 30 ans de prison pour tentative de meurtre, fraude, corruption et d'autres crimes encore. Tous ses biens furent saisis. Anthony reprit les rênes de la distillerie et mit aussitôt en place de profonds changements. Il engagea des gens honnêtes, corrigea les irrégularités, restitua l'argent détourné. L'entreprise commença à renaître. Mais plus important encore, Anthony n'oublia jamais qui lui avait sauvé la vie. Il proposa à Big Joe un poste de responsable des opérations à la distillerie. Big Joe accepta avec fierté et retourna à Blue Ridge Hills, le cœur apaisé et un salaire digne. Pour June et Loretta, Anthony fit encore davantage. Il leur offrit une nouvelle maison, belle, spacieuse, avec un grand jardin et tout ce qu'il fallait. Il finança aussi les études de June, garantissant qu'elle puisse aller dans l'école de son choix. La vérité trouve toujours un chemin. Il y a toujours quelqu'un, quelque part, assez courageux pour creuser. Vincent Marshall l'a appris à ses dépens. Et June, elle, a appris quelque chose d'encore plus précieux. Le courage n'a rien à voir avec la taille, l'âge ou la richesse. Le courage, c'est un choix. Celui de faire ce qui est juste, même quand personne ne s'attend à ce que vous le fassiez. Et cette leçon vaut bien plus que toutes les fortunes du monde. Si cette histoire vous a touché, laissez-nous un commentaire juste en dessous. Votre avis compte beaucoup pour nous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Parce que parfois, un simple geste peut tout changer.